Avant de commencer, non, ce n'est pas le katana. Cependant, ce n'est pas non plus une discussion simple. C'est complexe et nous avons beaucoup à aborder. Alors commençons. Chat Diversité. Salutations, je suis Chad et si vous avez regardé mon contenu récemment, c'est un sujet qui m'a amené à réfléchir aux armes pour l'autodéfense dernièrement. Cela m'a plongé dans un vrai terrier de lapin. Je me suis mis à réfléchir, quelles sont les meilleures armes d'autodéfense ? Et l'une des vidéos que j'ai vraiment appréciées récemment, ou plutôt l'une des chaînes YouTube, est une chaîne appelée Hard to Earth avec Icy Mike. Et c'est une excellente chaîne YouTube où il parle d'autodéfense pratique à l'époque moderne. Une chose que j'apprécie vraiment sur cette chaîne YouTube, c'est que tout ce qu'il dit est soutenu par une bonne logique et des réflexions pertinentes. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Il y a en fait une ou deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais au moins, chaque fois qu'il avance un argument, il a vraiment des choses très pertinentes à mentionner. L'une des choses vraiment intéressantes que j'ai vraiment appréciées, c'est, vous savez, la façon dont il a vanté les vertus et l'utilité d'une lampe de poche qu'on ne verrait pas au soleil comme outil d'autodéfense. L'un des critères de Mike, que je trouve aussi très important à reconnaître, c'est qu'il estime qu'une arme d'autodéfense doit être capable de blesser, de faire du mal à une personne, même si elle essaie de se protéger avec les mains. Je suis totalement d'accord. En fait, pour moi, je recherche quelque chose de plus dans une arme d'autodéfense que je considérerais comme une bonne arme. Mon critère supplémentaire, c'est que je voudrais que l'arme d'autodéfense soit capable d'incapaciter les adversaires de plusieurs façons afin d'avoir la polyvalence nécessaire pour agir et pas seulement avec une seule attaque qui doit toucher une zone précise. C'est ce que j'attends d'une bonne arme d'autodéfense. Elle devrait être capable d'incapaciter complètement quelqu'un avec un bon coup solide, et ce, sur plusieurs zones du corps. Eh bien, un grand outil tranchant permet de lever les mains, un bon coup solide, on peut frapper à partir de plusieurs angles, on peut aussi faire des estocs. L'estoc est intéressant quand il s'agit de machettes, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais le point est le suivant. Pourquoi l'épée est-elle encore une excellente arme d'autodéfense ? Parce qu'elle a cette capacité, si quelqu'un reçoit une coupure profonde au bras, surtout si vous utilisez une épée capable de causer de graves blessures et ayant le potentiel de trancher un bras, eh bien, vous avez affaire à une arme sérieuse avec un pouvoir d'arrêt très puissant. C'est pourquoi l'épée reste un choix viable quand on la considère parmi de nombreuses armes. Mike souligne un autre critère auquel j'adhère après réflexion. Selon lui, l'arme d'autodéfense devrait pouvoir être maniée d'une seule main. Cela va influencer le type d'épée qui serait la meilleure pour l'autodéfense. Maintenant, avant de parler des armes à deux mains, à une main, et tout ça en ce qui concerne les différents types d'épées disponibles, pourquoi une arme à une main serait-elle meilleure ? Pour moi, avoir une main libre est important, selon la personne en face et le contexte moderne par rapport à d'autres contextes. C'est pourquoi je suis d'accord. Cela ne s'applique peut-être pas dans d'autres contextes où vous affrontez des personnes avec des armes similaires, comme des lames et des épées, mais sinon, une main libre est un excellent outil pour garder la distance et pour dévier. Car pour obtenir toute la puissance d'une épée, il faut de la distance afin de pouvoir porter un coup pleinement puissant. Et donc, même lorsqu'il vous charge et qu'il se rapproche, vous pouvez repousser, frapper et dévier. Ainsi, avoir une main libre est aussi très utile car cela signifie que vous pouvez utiliser d'autres armes ou outils pour vous aider, garder la distance que vous souhaitez et vous avez une pleine polyvalence. Donc, je suis complètement d'accord avec Mike sur ce point. Je pense que c'est une très bonne analyse. Et avec cette réflexion, nous pouvons commencer à considérer, d'accord, nous avons de bons paramètres pour commencer. Regardons quelles épées sont capables de remplir au mieux les objectifs que nous recherchons, les types d'épées vers lesquels les gens se tournent le plus souvent lorsqu'ils pensent à un objet tranchant pour l'autodéfense, les machettes. Étonnamment, elles sont très efficaces pour des raisons que j'expliquerai dans cette vidéo.
Ce n'est que mon avis, mais laissez-moi vous expliquer. Très bien, oui. La meilleure épée pour l'autodéfense de nos jours. Parlons de la machette. Cet outil est très efficace pour plusieurs raisons que nous allons voir. Mais ce n'est pas la meilleure, cependant. En fait, je pense qu'il existe un type d'épée qui surpasse largement les simples machettes. Les machettes ont en réalité des défauts. Vous pensez sûrement qu'il existe de meilleures épées que la machette, ce qui est évident. Pour connaître la meilleure épée d'autodéfense, il suffit d'étudier l'histoire. Et si vous vouliez essayer de trouver quelle arme était en quelque sorte la reine de l'autodéfense personnelle, eh bien c'était l'épée. D'accord. L'épée excellait historiquement sur le champ de bataille et il existe de nombreux types et modèles différents. Conçus pour accomplir ou faire certaines choses mieux que d'autres. Il y a tellement de diversité dans les épées, mais quand on regarde historiquement, quand les épées s'étaient vraiment beaucoup utilisées pour l'autodéfense, il y a beaucoup de cultures que l'on peut examiner parce que l'épée existait dans de nombreuses cultures. Le principal point de référence que nous allons examiner, c'est l'Europe médiévale et de la Renaissance. Parce que non seulement c'est mon domaine d'expertise et que j'ai le plus d'informations et de connaissances à ce sujet, mais aussi parce qu'en termes de culture historique dans le monde, l'Europe médiévale, je ne plaisante pas, c'était vraiment le centre mondial de l'épée. Si vous vouliez trouver l'endroit où les épées étaient utilisées plus largement que dans presque n'importe quelle autre culture ou période historique, c'est là qu'il faut regarder. Dans d'autres cultures, les épées existaient, mais il y avait aussi des restrictions quant à qui pouvait les utiliser. À l'époque médiévale, il y avait des restrictions, mais la situation était différente en raison d'une plus grande décentralisation. Pour plus de détails sur les lois médiévales concernant les épées, regardez ma vidéo dédiée à ce sujet. Alors, si l'on regarde l'histoire, quels étaient les types d'épées les plus populaires utilisés pour l'autodéfense? Et peut-être que cela pourra nous donner une piste vers la réponse ultime concernant la meilleure épée pour l'autodéfense aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de diversité dans les épées à travers l'histoire. Ceci correspond à ce qu'on appelle plus communément la grande épée de guerre ou épée de guerre. Ce n'est pas forcément une grande épée, c'est une catégorie encore plus grande. Ces épées sont conçues pour les champs de bataille. Oui, si tu en avais une dans, une bagarre civile, tu pourrais t'en servir pour te défendre. Il y a une règle générale qu'on ne peut pas trop sortir de son contexte. Plus grand, c'est souvent mieux avec les épées, mais ça peut aller trop loin. Mais tu aurais un avantage en utilisant celle-ci contre quelqu'un. En utilisant celle-ci, d'accord, la portée va être un sujet important dans cette discussion sur lequel on va se pencher parce que c'est évidemment toujours mieux si tu penses juste à un duel en 1 contre 1 en dehors du contexte spécifique de leur utilisation que, disons, un gladius qui est une épée plus courte. Mais un gladius est excellent quand tu le combines avec un bouclier, donc il y a un contexte. Mais si on regarde juste la légitime défense, les armes que tu as, la portée est très importante. Mais il y a une raison pour laquelle les gens ne portaient pas d'armes de champ de bataille pour se défendre. Encore une fois, c'est parce qu'elles sont vraiment grandes. Et celle-ci, c'est vraiment à la limite. Vraiment à la limite du port. Et même si tu peux, c'est quand même presque au point de toucher le sol et tout ça. Donc non. Quand on regarde les armes, les épées, pour la légitime défense à l'époque médiévale, et au début de la Renaissance, on revenait généralement à 3 types plus populaires. Avec bien sûr des exceptions, en dehors de ça, le premier type de vraiment populaire est bien sûr l'épée à une main. Cela pouvait aussi être remplacé, disons, par une arme à un seul tranchant comme un fauchon ou un messé, mais en général, on va regarder l'épée médiévale classique à une main, qu'on appelle l'épée d'arme. Ce n'était pas vraiment l'objet qui est devenu extrêmement courant et vraiment populaire, mais tu as une main libre et tu pouvais l'utiliser, tu sais, même si tu ne voudrais pas présenter ton bras à quelqu'un d'autre qui utilise une épée, tu pourrais te le faire couper, mais il peut quand même servir à la défense, à écarter les coups. Parfois, tu gardais ta main un peu en avant, comme ça dans certains styles, mais ce qui est vraiment devenu populaire avec l'épée à une main, c'est ceci, un bouclier. Épée et bouclier, une combinaison très populaire pour l'autodéfense. Pourquoi? Parce que c'est un bouclier que tu peux porter. Les boucliers, même les petits en forme de fer à repasser, sont encombrants et difficiles à transporter à cause de leur taille. Mais le bouclier rond est celui que tu peux transporter. Excellent outil défensif, présentable vers l'avant. C'était l'une des combinaisons les plus populaires
L'autre type très populaire d'épée, ça c'est l'épée longue. Pourquoi? Parce qu'elle offre plus de portée et de levier dans les coups, donc plus d'efficacité lors des frappes. En ce qui concerne l'avantage entre l'épée longue et l'épée et bouclier, c'est en fait sujet à débat, car avec deux outils, comme deux objets, il y a beaucoup de possibilités. Cela te donne beaucoup de polyvalence et certains pourraient me dire que cela t'apporte plus d'avantages que la portée et le levier de l'épée longue qui sont supérieurs à ceux de l'épée et du bouclier. C'est tellement serré que c'est difficile à départager. Tu ne peux pas vraiment trancher. Et ça dépend finalement de celle dans laquelle tu es le plus compétent. Je suis meilleur avec l'épée longue donc, même si hypothétiquement, on disait que l'épée et le bouclier étaient meilleurs que l'épée longue, même d'un tout petit peu, ce que je ne dis pas que c'est le cas, mais même si c'était vrai, je choisirais quand même l'épée longue parce que je suis simplement meilleur avec elle qu'avec l'épée et le bouclier, et j'aurais plus de chances de réussir avec elle. En ce qui concerne l'importance de la portée, on arrive à une épée très particulière dans cette discussion sur les épées pour l'autodéfense. On pourrait même considérer que c'était historiquement l'épée d'autodéfense du roi. Est-ce que cette épée deviendra l'arme de choix pour l'autodéfense moderne? Nous allons en discuter. Il s'agit de la rapière. La rapière est une épée très spécialisée. Elle était utilisée sur le champ de bataille, mais là où elle excelle vraiment, c'est dans le duel. Le duel personnel, d'accord, et la rapière est une épée redoutable. Il ne faut pas beaucoup de force pour infliger des dégâts mortels avec une rapière. Elle est d'une létalité redoutable, ne vous inquiétez pas. Celle-ci est une rapière d'entraînement, d'accord? Mais sérieusement, la rapière est une épée phénoménale. Et en termes de portée, regardez la portée. Elle est en fait un peu plus longue que l'épée longue et elle se manie à une main. Et parce qu'elle se manie à une main, on peut vraiment se pencher en avant et obtenir plus de portée avec une épée à une main qu'avec une épée à deux mains. Donc, cette épée a été conçue d'une certaine manière pour pouvoir faire beaucoup de choses, mais aussi pour surpasser la portée de nombreuses autres armes. Et si vous pouvez atteindre votre adversaire et qu'ils ne peuvent pas vous atteindre, c'est là tout l'avantage des épées. C'est pour ça que les épées sont bien meilleures que les bâtons. Par exemple, avec un bâton, il faut beaucoup de force pour infliger des dégâts mortels, alors qu'avec une épée, il n'en faut pas beaucoup. Si j'utilise la même force, ça ne fera de mal à personne avec un bâton. Il faut vraiment fournir beaucoup d'efforts pour faire des dégâts mortels avec un bâton, alors qu'il suffit de très peu d'efforts pour faire des dégâts mortels avec une épée. Ce sont des outils létaux, très efficaces, donc si vous pouvez simplement les toucher sans qu'ils puissent vous toucher, avec très peu d'efforts, ils sont morts et vous êtes vivant. Encore une fois, la portée est vraiment importante et c'est une des raisons pour lesquelles tant de ces épées sont conçues de cette façon et pourquoi, à mon avis, aucune d'entre elles n'est un bon choix pour la légitime défense moderne. Par exemple, j'ai le bec de Corbin ici pour montrer à quel point les armes de champ de bataille sont folles et j'ai oublié de le prendre tout à l'heure quand j'en parlais. Je viens juste de prendre la grande épée, mais comme le bec de Corbin est tellement cool, je le prends maintenant. Regardez-moi cette arme de dingue. Ok, c'est incroyable. Oui, bien sûr que tu voudrais un bec de Corbin, mais il y a quelque chose de vraiment important. Il y a une mise en garde quand il s'agit d'armes de légitime défense, et c'est la question de la facilité à porter, parce qu'une arme de légitime défense, c'est juste au cas où tu aurais des ennuis. Et dans la grande majorité des cas, 99, voire 99,9% du temps où tu as cette arme, tu ne vas pas t'en servir, et pour la plupart des armes de légitime défense que les gens possèdent, ils ne s'en servent probablement jamais. Je ne dis pas que les confrontations sont impossibles, mais j'ai porté, tu sais, des outils de légitime défense à de nombreuses reprises dans ma vie, et jusqu'à présent, j'espère que ça restera comme ça, je n'ai jamais eu à m'en servir dans un vrai combat. Je me suis déjà battu, mais sans outils pour m'aider. Les armes de légitime défense en Australie sont un sujet complexe. Je ferai peut-être une vidéo sur la meilleure arme de légitime défense pour les endroits avec plus de restrictions comme l'Australie. Parce qu'en gros, elles ne peuvent pas vraiment être des armes, mais ça, c'est pour une toute autre vidéo. Pour revenir aux armes historiques, chacune de ces épées est en partie conçue pour combattre d'autres armes, car il était très courant que les gens portent des épées pour se défendre.
Donc, il est probable que si vous êtes attaqué par quelqu'un en embuscade, cette personne aura un type d'arme important. Vous voulez donc l'arme qui vous donne les meilleures chances de les combattre. Par conséquent, vous ne voulez pas être désavantagé par la portée de leur arme, donc vous voulez quelque chose d'assez long, même si la vôtre est plus courte. Si vous avez un outil qui peut vous aider à bloquer et à réduire la distance, d'accord, toutes ces choses sont pensées en tenant compte de la réalité du contexte dans lequel elles existaient, à savoir que les armes étaient courantes et que les gens les utilisaient beaucoup. Donc tout cela est très optimisé pour le combat avec des armes. Et cela peut être contre, vous savez, des masses, des marteaux, mais plus souvent contre d'autres épées. Et comme je l'ai dit lorsque je parlais de la rapière est un design tellement spécialisé pour combattre de nombreuses autres armes, en particulier d'autres épées. La rapière a une portée supérieure, c'est une épée incroyablement sophistiquée. Donc la question est alors, dans le contexte moderne, si vous êtes attaqué par quelqu'un, est-ce probable que vous allez faire face à quelqu'un avec une épée longue? Il arrive parfois que quelqu'un devienne fou et saisisse une grande épée médiévale pour attaquer dans un environnement urbain. Nous pouvons tous convenir que dans un contexte moderne, les armes les plus courantes auxquelles vous serez confrontés sont, sans surprise, des armes à feu. Le chargeur est tombé, Oz. Je n'y ai pas touché. Mon Dieu, tellement dangereux. Ce faux pistolet jouet aurait pu partir et quelqu'un aurait pu être blessé. Traite-le avec respect. Ah oui, les armes à feu. En effet, les armes à feu sont nettement supérieures aux épées lors d'un affrontement. Si vous ne pouvez pas fuir, il y a une exception. Je veux dire, avoir une épée, c'est mieux que rien. Et je pense qu'avoir une épée serait mieux que d'avoir un petit couteau ou quelque chose comme ça. Elle a plus de chances de neutraliser un adversaire. Je ne déteste pas d'affronter quelqu'un avec une arme à feu. Je pense que dans une situation où la retraite est impossible, il vaut mieux avoir au moins une épée que rien du tout. Mais les autres armes auxquelles vous risquez d'être confronté dans un contexte moderne, très souvent, ce sont des couteaux. Porter des couteaux est très courant. Et sans armes. Être attaqué sans armes, quelque chose éclate. Si vous êtes attaqué par un adversaire non armé, avoir une épée vous donne un avantage énorme. Cette épée pourrait suffire à mettre fin au conflit immédiatement, car elle est tellement intimidante et menaçante qu'ils savent qu'ils vont se faire taillader, voire tuer, s'ils vous attaquent. La dissuasion par la démonstration de force est bien réelle. Beaucoup de confrontations sérieuses se terminent souvent quand quelqu'un montre simplement qu'il est armé d'une arme à feu. C'est incroyable de voir combien de scénarios de conflits se terminent ou sont évités simplement parce que quelqu'un possède une arme. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, les armes peuvent parfois désamorcer des situations délicates. Pas systématiquement, évidemment. Donc dans ces cas-là, dans toutes ces situations, à l'exception du pistolet, l'épée vous offre un avantage considérable par rapport aux autres armes. Et la question est donc, quel type d'épée serait efficace dans ces situations? Tout d'abord, il faut considérer la portée. Vous voulez une arme qui aura plus de chances de dépasser la portée des types d'armes les plus courants auxquels vous serez confronté, et si vous devez affronter plus souvent des couteaux, des adversaires non armés et ce genre de choses, une arme aussi longue qu'une épée longue sera très efficace. Je ne dis pas que ça ne le serait pas, mais c'est aussi un peu exagéré, car une arme plus courte surpassera très bien ces autres types d'armes blanches, tout en étant plus pratique. Vous voyez, l'un des problèmes avec une épée comme celle-ci de nos jours, c'est sa taille et la difficulté à la transporter. Et il y a une réalité malheureuse à notre époque. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais c'est la réalité. Les épées ne sont pas aussi socialement, légalement ou couramment acceptées de nos jours pour être portées en public. J'aurais aimé que ce soit le cas pour une épée aussi impressionnante, mais non. Avoir une épée dissimulable pour éviter ces problèmes, je ne le recommande pas. Vous savez, dissimuler des armes illégales et ce genre de choses, ce n'est pas ce que je recommande. J'estime qu'il faut utiliser les bons outils qui sont légaux et les porter là où c'est autorisé, mais si c'est légal, d'accord. Même dans ces situations, avoir une épée un peu dissimulable, c'est aussi une question de praticité parce qu'on entre et sort souvent de la voiture et ce genre de choses. Quelque chose d'aussi grand que ça, c'est vraiment encombrant ou gênant et c'est un problème donc. Vous voulez qu'elle puisse avoir une portée supérieure à la plupart des armes, donc assez longue pour dépasser les autres armes, mais assez courte pour être portée facilement, de façon discrète. Et on veut aussi qu'elle soit maniable à une main.
Donc, on revient déjà à l'une des armes dont nous avons parlé au début de cette discussion. La machette remplit très bien ces critères. L'autre avantage des machettes, elles se situent dans la plage optimale avec une portée supérieure à de nombreuses autres armes. Pour les combats courants, comme avec des couteaux ou contre des personnes non armées, j'aimerais une arme un peu plus longue, mais ceci est adéquat. Vous savez, polyvalent à une main est l'une des choses que je trouve importantes en ce qui concerne la bonne taille pour cette arme de défense personnelle moderne, c'est qu'elle reste très polyvalente. Par exemple, vous pouvez frapper très efficacement quand quelqu'un vous agrippe de près. Avec ça, vous pourriez vraiment porter des coups mortels, alors qu'avec une épée beaucoup plus longue, et regardez, pour lui, c'est très difficile de faire ça dans une situation aussi rapprochée. Ce n'est pas pour dire que vous ne pouvez pas utiliser des épées longues ou d'autres épées de longueur similaire. À courte distance, vous le pouvez tout à fait. C'est juste qu'avec des épées plus courtes, c'est plus facile, bien sûr, et vous voulez pouvoir éviter d'être saisi. C'est pour ça que les machettes sont déjà meilleures que les bâtons, parce qu'elles ont un tranchant. Mais on ne peut pas ignorer la question du désarmement lors d'une lutte, parce qu'il pourrait essayer d'attraper l'extrémité arrière de la machette. Mais d'accord, donc la longueur optimale, c'est que vous pouvez vraiment faire des choses mortelles à très courte distance avec une machette. Donc est-ce qu'on a fait tout le tour pour revenir à la machette, qui serait même meilleure que les épées historiques pour l'autodéfense? Dans un contexte moderne, je dirais oui, mais n'ai-je pas dit que la machette n'est pas le meilleur choix? Comme mentionné, la machette reste excellente. Pour les raisons évoquées, elle surpasse même les choix historiques plus populaires. Mais il y a quelques problèmes avec une machette. Une machette est avant tout un outil, il faut s'en souvenir. J'ai beaucoup utilisé celle-ci pour couper des broussailles, en particulier des arbres attés sur ma propriété. C'est un cutter très dangereux, mais il a une faiblesse et une limitation importante. Premièrement, c'est leur incapacité à percer efficacement. En fait, beaucoup de machettes ont une pointe arrondie et ne peuvent pas du tout percer, mais même celle-ci est très mauvaise pour les coups d'estoc. J'ai essayé. Ça rentre, d'accord. Et tu pourrais faire des coups très dangereux avec, mais ce n'est pas optimisé et avoir une pointe décalée de l'axe rend les coups d'estoc plus problématiques. Dans la plupart des cas, tu peux quand même le faire, mais le transfert de force est moins efficace. Et il y a une autre grande question à se poser. Si tu utilises une épée de type machette pour te défendre, pourquoi choisir une lame à un seul tranchant? Bien sûr, il y a eu des épées historiques qui étaient à un seul tranchant et elles en tiraient de grands avantages, et il y a une raison pour laquelle elles étaient conçues ainsi. Une machette ne profite quasiment d'aucun de ces avantages. C'est quelque chose de complexe. Vous pouvez consulter certaines de mes raisons dans les plus gros problèmes du katana, mais en réalité, beaucoup des caractéristiques du katana sont des vertus. Et l'un des grands avantages d'avoir un seul tranchant, c'est que vous pouvez obtenir un angle de coupe plus fin, plus étroit, sans perdre d'épaisseur sur la colonne, et en maintenant la rigidité, ce qui rend l'épée plus tolérante lors de la coupe, et il y a là des avantages vraiment significatifs. Ces machettes ne profitent pas du tout de cela. Vous pouvez mettre un tranchant sur le dos de ces lames et, avec une perte de poids minime, elle coupera toujours aussi bien et serait tout aussi efficace, voire plus efficace. Le double tranchant vous donne en fait plus d'options pour attaquer. Il y a un autre énorme avantage. Si vous avez une lame à double tranchant par rapport à une machette classique, cela revient à cette histoire de lutte. Les gens seraient déjà un peu réticents à essayer de lutter contre une machette, mais ils peuvent tenter le coup à cause du dos non tranchant. Si vous aviez un autre tranchant là-dessus, lutter contre une épée comme ça, c'est possible. C'est très dangereux et dans beaucoup de situations, cela vous donnerait l'avantage parce que quand vous tirez dessus, que vous essayez de l'arracher, vous allez les couper, les blesser et avec un peu de chance, mettre fin au conflit. Je ne dis pas que ce serait toujours le cas, mais quand quelqu'un reçoit une blessure dévastatrice, ça peut s'arrêter là et ils se disent « j'abandonne ». Et si leur bêtise les poussait à saisir une épée à double tranchant, la blessure infligée serait en partie leur responsabilité, n'est-ce pas? Donc nous sommes arrivés à une conclusion intéressante. Quelque chose de la taille d'une machette. Celle-ci était vraiment nulle. Celle-ci est excellente. Quelque chose de la taille d'une machette, mais à double tranchant, droit. La machette est excellente grâce à la concentration de son poids et à sa capacité de coupe. C'est pourquoi j'ai affirmé que la machette est un bon choix.
Ce n'est pas le meilleur choix, mais tu sais que cette machette couperait. Bien meilleure que cette épée plus longue. En fait, elles ont à peu près le même poids, donc tout dépend de la concentration du poids et du profil du tranchant pour la capacité de coupe, et il existe des objets à lame étonnamment courtes qui peuvent couper incroyablement bien et même paraître plus efficaces. Cette machette coupe mieux que cette épée. La chose complexe avec la capacité de coupe des épées, c'est que tu n'as pas besoin d'exagérer. Alors qu'avec les machettes, tu veux vraiment qu'elles coupent le mieux possible pour traverser le bois et ce genre de choses. Avec une épée, tu veux qu'elle coupe suffisamment pour tuer quelqu'un et qu'elle puisse le faire de façon fiable en plusieurs coups. Tout ce qui dépasse ça, c'est excessif et tu pourrais finir par faire une épée moins efficace parce que si tu veux augmenter la capacité de coupe, il faut augmenter le poids. Et ça la rend plus encombrante, moins maniable, moins polyvalente. Tu as besoin qu'une épée soit utilisable et fonctionnelle, et si tu exagères sur la capacité de coupe, elle peut devenir complètement nulle comme arme. Donc les épées doivent être suffisamment bonnes pour couper, mais pas dans l'excès. Et donc, même si cette épée coupe moins bien que cette machette, parce qu'elle peut atteindre un adversaire à une plus grande distance, elle peut quand même infliger suffisamment de dégâts mortels à une portée plus longue, ce qui en fait généralement une meilleure arme en combat, mais pas pour l'autodéfense, parce qu'elle est trop grande, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Une épée à double tranchant peut offrir une capacité de coupe aussi dévastatrice qu'une machette. Ce n'est pas une question de profil, mais de répartition du poids et de géométrie du tranchant. Et donc, ce qui est intéressant quand on considère tout ce dont on a parlé dans cette vidéo pour finalement arriver à la conclusion, merci d'être resté avec moi, il existe un type d'épée, un profil d'épée qui remplit tous les critères que nous voulions. Et il y a de nombreux exemples à la période médiévale, mais il existe un type d'épée plus populaire et plus connu qui répond aussi à ces critères, et comme il est plus populaire, vous le connaissez sûrement. C'est pourquoi je vais choisir celui-ci comme point de référence. C'est le gladius, qui est en fait une arme romaine. Des personnes en dehors des Romains l'utilisent aussi. Le gladius est une arme de coupe dévastatrice. Des arguments comme de mince, c'est incroyablement efficace en termes d'efforts nécessaires pour porter une attaque mortelle. Tu vois ça? Je veux dire, c'est fou. Les épées sont de véritables multiplicateurs de force. C'est pour ça qu'elles sont tellement meilleures, incroyablement meilleures que les nunchakus. Et oui, elles sont aussi bien meilleures que les bâtons. Tu as besoin de si peu de force pour infliger des dégâts mortels. Mais souviens-toi à quel point c'est impressionnant. Regarde la force que j'exerce. Je suis presque en train de les renverser et ça ne pénètre pas. Et par rapport à quelque chose qui a une pointe un peu plus aiguë mais mieux alignée, directement dans l'axe du point de levier et du point de poussée, et là, ça pénètre tout de suite, comme ça. C'est pour ça qu'avoir une pointe alignée est si important. Parce que sinon, c'est comme si j'essayais de donner un coup d'estoc comme ça à cause de la pointe qui est décentrée. Et si je voulais vraiment le faire pénétrer, je dois l'incliner comme ça, et là, ça rentre. Mais tu vois à quel point c'est plus maladroit d'essayer de donner un coup d'estoc avec une pointe décentrée plutôt qu'avec une pointe centrée. Et comme elle est à double tranchant, tu peux aussi frapper avec le tranchant arrière. Tu gagnes beaucoup plus de polyvalence. Et sa capacité de coupe est incroyable. Le glaive est en fait une épée étonnamment lourde pour sa taille. Elle est même plus lourde que celle-ci. Celle-ci paraît plus grande, mais elle est plus légère que le glaive. Voilà, honnêtement, un glaive ou une épée de type glaive. C'est mon choix pour la meilleure épée pour l'autodéfense moderne. Et avec ça en tête, j'ai décidé d'aller en ligne pour voir ce qui était disponible, quel type d'épée il y avait. On pouvait trouver en ligne. Remplirait toutes les exigences et serait probablement un peu plus facile à porter parce qu'il y a certaines choses dont vous n'avez pas besoin avec ce gladius historiquement plus précis comme une garde aussi volumineuse. Nous l'avons déjà reconnu, car les épées historiques sont conçues pour combattre d'autres épées de diverses manières, pas uniquement. Côté l'aiguillon vous protège contre de nombreux coups d'épée. Ils ne sont pas nécessaires avec une arme de défense personnelle moderne. Le glaive a un peu ça, mais c'est un quillon bombé.
Donc, comme je l'ai dit, je suis allé en ligne sur le site Culte d'Athéna et ce sont ceux que j'ai trouvés. Il y a en fait d'autres épées que j'aurais commandées, mais elles sont en rupture de stock, donc parmi celles qui étaient disponibles, ce sont celles que j'ai trouvées. Deux sortes de gladius un peu plus modernes, plus contemporains, c'est ça. Et puis, honnêtement, j'aimerais quelque chose avec un peu plus de portée. Alors, j'ai trouvé ces deux épées intéressantes et elles sont restées au soleil et vraiment, les poignées sont très chaudes. Elles brûlent presque avec cette chaleur. Je dois utiliser ça, donc, je voulais juste savoir quelles étaient les meilleures disponibles pour moi à ce moment-là et je voulais en avoir de plus longues, comme une patate chaude, qui est vraiment brûlante. J'étais curieux de voir si je pouvais en trouver une plus longue. Ça te donnerait encore plus de levier dans la coupe, d'accord? Ça pourrait toujours être utilisé de près. Tu peux toujours, mais c'est plus maladroit. Mais oh, cette pointe, elle est vicieuse. Regarde ça, c'est fou. Cette poignée est vraiment brûlante. D'accord. Et honnêtement, ceux-ci ne sont pas mal, étonnamment comme celui-ci. Il a un peu trop de poids, c'est juste un peu trop lourd pour mes préférences, mais j'aime le fait que tu as la possibilité de l'utiliser à deux mains. Donc, si tu veux encore, parce que celui-ci pourrait être le meilleur en fait, c'est marrant pour les modèles plus courts, plus proches du Gladius, et j'aime la chaîne Zombie Go Boom. Ce sont de bons gars, mais c'est trop lourd, c'est vrai. Celui-ci est étonnamment lourd. Qui fabrique celui-ci? United Cutlery. Oui, l'épée Gladius United Cutlery Combat Commander. Et waouh, le poids ici est vraiment phénoménal. Tu as quelque chose de vraiment, vraiment bien, vraiment polyvalent. Mais en termes de capacité de coupe, mon Dieu, je peux juste le sentir dans le poids. C'est vraiment, vraiment bien et beaucoup plus polyvalent en main. C'est en fait l'un des meilleurs de tous. Pour les épées modernes, j'ai choisi ces versions plus longues. Elles sont fabriquées par la même entreprise, dont j'ai oublié le nom. On pourrait simplement l'indiquer ici. Celle-ci est meilleure en main parce qu'elle a plus de contrepoids. Elle a une soie pleine et comme il y a plus de poids derrière la main, le contrôle est meilleur. Donc, la question pour moi, parce que j'aime vraiment celle-ci, honnêtement, elle est un peu trop lourde, mais c'est de savoir laquelle fonctionnerait le mieux pour l'autodéfense moderne. Celle-ci ou celle-là? Je pense que ça dépendra des préférences personnelles. Elles peuvent toutes les deux faire ce que vous attendez d'une épée d'autodéfense moderne. La grande différence, malgré le bruit de fond des voisins, c'est le type d'épée à considérer pour vous aider à décider, pas forcément celle-ci précisément, qui vous offre tout ce que vous recherchez, d'accord? Pour l'autodéfense moderne avec une épée, c'est probablement la facilité avec laquelle on peut la porter ou même la dissimuler. Celle-ci est difficile à dissimuler. Probablement trop, honnêtement. Sous une veste, ce serait plus difficile, mais celle-ci est beaucoup plus facile. Vous pourriez la voir, elle est dissimulable. Je ne sais pas, regardez-la. Même comme ça, c'est vraiment pas mal. Si j'avais une veste, donc la commodité de ce Gladius de United Cutlery est excellente. Son poids est excellent. Et en ce moment, c'est probablement mon choix numéro 1, en fait, parmi ce que j'ai pu trouver de disponible. J'hésite avec celui-ci, mais j'aime bien la portée de l'autre. Cependant, celui-ci est plus facile à porter. Et si on compare les deux... D'accord. En fait, il est un tout petit peu plus long que le classique, celui que tout le monde trouve tellement cool par défaut. Regardez, mais ils peuvent être d'excellents coupeurs, je ne dis pas le contraire, c'est juste que j'ai l'impression qu'on les voit partout. Mais honnêtement, ce type de Gladius moderne au design tactique est, à mon avis, un choix bien meilleur, vraiment bien meilleur. Bon, peut-être que j'exagère un peu, c'est pour l'hyperbole, mais franchement, il est bien supérieur. Je pense vraiment qu'il est bien meilleur que l'épée par défaut, que les gens choisissent quand ils pensent à l'autodéfense moderne. Personnellement, je me tourne toujours vers les machettes.
Quand on parle de la conception des épées et de la diversité des épées et de tout leur design, il y en a tellement à prendre en compte. D'accord, quand on les considère toutes, celle-ci coche vraiment beaucoup de cases importantes. Elle est excellente en combat rapproché. Elle se manie à une main, donc si vous voulez, vous pouvez utiliser la suggestion de Mike. Par exemple, utilisez une lampe torche pour aveugler votre adversaire et s'ils deviennent vraiment menaçants, elle peut neutraliser quelqu'un en un seul coup. Je pense vraiment qu'elle en est capable. Je pense qu'avec un coup suffisamment puissant, cette épée pourrait couper la main ou même le bras de quelqu'un. Avec assez de force, c'est possible. Mais c'est vraiment une chose qui la distingue. Comme je l'ai déjà souligné, beaucoup de machettes sont très mauvaises pour ça. Même ici, regardez la force que je dois mettre juste pour pénétrer ce caoutchouc épais comparé aux autres. C'est vraiment le jour et la nuit, d'accord? Et les coups d'estoc sont dévastateurs, d'accord? Quand tu es aussi proche, c'est très difficile. Tu peux essayer de donner des coups de taille, mais quand quelqu'un t'a attrapé et que tu essayes de t'en sortir, regarde ça. Oh mon Dieu, il faut appeler une ambulance, sérieusement. Donc je pense que tu peux voir pourquoi ce Gladius tactique moderne, et même d'autres que nous avons examinés, sont de meilleurs choix. Voilà, la meilleure épée pour l'autodéfense de nos jours est une épée de type Gladius. J'aime vraiment à quel point elle est optimisée. Pas besoin de garde ni de pommeau encombrant ou autre. Elle est élégante, elle est fine. C'est une bonne. Voilà, c'est tout. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires ci-dessous, car ceci est mon opinion et j'aimerais connaître la vôtre si vous pensez qu'il existe une meilleure option. Quelle autre épée pensez-vous serait idéale pour l'autodéfense de nos jours? J'ai hâte de les lire et de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ici sur Shadiversity, au revoir. Mais attendez, il y a encore plus. Nous avons des trucs au hasard à couper et à fracasser. Vous vous souvenez comment je disais que c'était comme quand ils faisaient des trucs de coupe? Ils le font sur des cibles vraiment molles et ça m'énerve. Donc, pour vous montrer, ceci est une épée émoussée, complètement émoussée. Complètement émoussée pour l'entraînement. Et encore une fois, quelque chose comme ça, regardez. D'accord, complètement émoussée pourtant. Regardez à quel point la coupe est nette. Donc ça ne prouve rien du tout. Ce n'est pas un mauvais cantaloupe, mais le tir était raté si vous vouliez faire une pastèque comme tout le monde. Tu sais, je pense qu'une noix de coco est un meilleur test, en fait, d'accord? Parce que je ne pense pas que ça traversera une noix de coco. Parce que c'est tellement émoussé que ça endommagerait probablement l'épée. Les épées, quand elles rencontrent quelque chose qui peut résister à leur capacité de coupe, toute la force que tu mets dans la cible, si elle résiste, est renvoyée dans l'épée et ça risque de l'abîmer. Donc, je suppose que je veux vous montrer que quand on frappe vraiment quelque chose de dur, pour avoir une arme performante, il faut frapper au bon endroit. Si je frappe là, ça va probablement l'endommager davantage. En bas, il y a plus de chances que l'épée survive et fende la noix de coco. Donc, je pourrais frapper dans le sens du grain par générosité, mais je vais plutôt frapper à contre-grain. Pour prouver quelque chose, alors allons-y tout de suite. Je l'ai fendu. Donc, j'ai frappé ici, vous pouvez sûrement le voir. Donc, je l'ai fendu. Honnêtement, je n'ai pas frappé de toutes mes forces parce que je ne voulais pas trop abîmer l'épée. Un objet tranchant est un bon outil pour couper. Je l'ai complètement raté, mais voyez, ça a été rasé direct. Allez, on réessaye. C'est le vert, mais je pense que j'ai déjà prouvé mon point. C'est rentré directement comme ça. Donc, c'est un meilleur exemple parce que tout le monde veut tester juste pour prouver le point. Oz, prends le bâton et les nunchakus. Ils disent que la noix de coco est en quelque sorte analogue. Tu sais, une vraie noix de coco est un peu analogue à un crâne humain.
Je ne pense pas que ce soit parfaitement analogue, mais oui, je crois qu'il y a une certaine équivalence. C'est une approximation, pas une équivalence parfaite. Je fais ça. Je sais que les gens ne veulent pas le voir, d'accord? Je pense vraiment que les nunchakus peuvent casser une noix de coco. Au fait, je vais faire une autre vidéo sur les nunchakus pour vraiment approfondir la science de leur capacité de coupe comme une puissance. D'accord. Voyons voir. Hey. Ouais, tu vois, je pensais que ça le ferait. Je n'ai jamais dit que les nunchakus ne pouvaient une fois pas frapper fort, mais si tu penses vraiment qu'un bâton ne peut pas faire ça, tu te trompes lourdement. D'accord, comme ça. En fait, ça tombe vraiment pour attraper la noix de coco. Ouais, c'est dingue. Je vais en goûter un morceau. Oh, je ne sais pas pour toi. Oh, c'est dégoûtant. Pourquoi c'est aussi répugnant? Est-ce qu'on a acheté une noix de coco pourrie? Mince, j'allais attribuer ça à la puissance, à la grande puissance du bâton, mais non, c'est infect. Bon, ce n'était donc pas la toute puissance du bâton qui a épluché la noix de coco. Ça persiste, ça ne veut pas partir. Ah! Ah! D'accord. D'accord. Bâton de noix de coco. Aïe! Celui-là, c'est complètement éclaté. Celui-là... Celui-là. Voyons voir. Oh, beaucoup mieux. Beaucoup mieux de la vraie noix de coco. Celle-là, c'est vraiment brisée en morceaux. Encore les vents de bâton. À chaque fois. À chaque foutue fois. Quant à la raison, restez à l'écoute pour une vidéo de suivi. Je pense que je vais l'appeler quelque chose comme la contre-offensive du nunchaku, alors qu'en réalité, ce sera une analyse plus approfondie de l'impact contre l'impulsion, des trucs scientifiques. Est-ce que j'ai déjà prouvé mon point? Non, ce n'était pas ça le but. Il s'agissait de viser les bonnes cibles. C'était ça le point. Très bien, donc j'ai déjà explosé un cantaloupe avec une épée émoussée. C'est comme quand les gens essaient de prouver qu'une arme est vraiment puissante, ils frappent une cible molle. C'était ça le but. Voyons maintenant ce que les nunchakus vont faire contre le kerdit. Oh, ça aurait pu être le crâne de quelqu'un. Non, c'était impossible. C'est quelque chose de pathétiquement mou. Mais pour prouver quelque chose... Je ne dirais pas que c'est le crâne de quelqu'un, car c'est pathétiquement mou comparé à un véritable crâne. Juste parce que je sais que tu voudras le voir. Moi aussi, je voudrais le voir. Et le choix, la conclusion ultime. Et ça, comparé à une noix de coco, eh bien, je pense que ça va vraiment bien marcher. Voyons voir. Je ne veux pas rater, mais... Ça, ouais, d'accord. Ouais, ça n'a pas fait long feu avec la noix de coco.